Lorsque l'on s'approche de cette eau marron, difficile d'imaginer qu'elle était autrefois potable. Vous voyez comment la rivière, ce n'est que de la boue. Oui, donc là, c'est pas possible pour vous de récupérer l'eau. Non, mais vous allez récupérer l'eau comment? Parce que là, avec la qualité de cette boue-là, vous ne pouvez pas la consommer. Et les poissons aussi ne peuvent pas aussi mieux vivre dans cette qualité d'eau. Nous sommes dans la Sangha, un département situé au nord de la République du Congo. Cette zone, nichée à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, concentre 5 millions d'hectares de forêt. Elle appartient au bassin du Congo et contient de nombreuses espèces protégées. Son absorption annuelle nette de CO2 est 6 fois supérieure à celle de la forêt amazonienne. Cet écosystème joue donc un rôle déterminant dans la lutte mondiale contre les effets du changement climatique. Et ce paysage qui l'a vu naître, Aristide, la cinquantaine, ne le reconnaît plus. La forêt, c'est la forêt, la rivière passait dans la forêt. Vous voyez que le paysage est dévasté, il n'y a plus les arbres aux alentours. En cause, d'après Aristide, des opérateurs miniers arrivés en 2017 qui ont lancé ici une exploitation semi-industrielle pour trouver de l'or. Les outils traditionnels comme les pioches et les tamis ont été remplacés par des engins motorisés. Les arbres sont abattus, le sol retourné, les forêts et les cours d'eau ravagés. Une fois leur extrait, il ne reste que ces trous dans la forêt. Des méthodes qui privent les habitants de leurs moyens de subsistance. Face à la gronde des villageois, l'opérateur minier a construit des puits d'eau potable dans le village. Mais rien ne semble être fait pour nettoyer ces cours d'eau désertés de puits par les poissons ou les animaux qui venaient autrefois s'y abreuver. Nous nous dirigeons quelques kilomètres plus loin, dans une zone où l'exploitation minière est toujours en cours par la même entreprise. Devant nos caméras, ces pelleteux s'affairent sur ce qui était jusque-là une forêt primaire luxuriante. C'est l'étape du décapage. Les ouvriers utilisent ensuite l'eau à proximité pour laver la terre afin d'en extraire l'or. Cette étape rend l'eau impropre à la consommation. Ces images de déforestation, nous décidons de les montrer à Justin Chécois pour que ce scientifique et militant environnemental camerounais nous les décrypte. Donc vous avez bien reçu la vidéo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ce qu'on y voit et l'impact que ça a sur la biodiversité? Sur cette vidéo, on peut voir déjà que nous sommes dans une zone essentiellement forestière. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de déboisement. Il y a des voies d'accès qui ont été créées pour avoir accès à la zone d'exploitation. Et le couvert végétal a été totalement détruit. Il y a des arbres qui ont plus de 100 ans là. Et donc, du coup, le temps que cette forêt puisse être reconstituée pour que ça puisse séquestrer le carbone qu'elle séquestrait avant, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des espèces rares dans ces zones et en danger. Et donc, ça constitue des menaces pour leur habitat écologique. Pourtant, en République du Congo, toute forme d'activité minière est réglementée. Le code minier congolais stipule d'ailleurs qu'au moment où une entreprise demande une autorisation d'exploitation minière, elle doit avoir réalisé au préalable une étude d'impact sur l'environnement. À cela s'ajoute l'obligation de proposer un plan de réhabilitation ou d'aménagement des sols. Alors pourquoi cette loi n'est-elle pas respectée dans la Sangha? Et pourquoi les populations se retrouvent-elles à proximité de sites forestiers aussi dégradés par l'activité minière? À Brazzaville, quelqu'un a constaté les mêmes manquements au code minier. Ce professeur est consultant dans l'évaluation des projets miniers pour des ONG internationales. Normalement, il faut un suivi de ces chantiers, il faut un contrôle. Et bon, malheureusement, le contrôle ne se fait pas régulièrement, si bien que les opérateurs en profitent, quoi. Alors pour Noël Wata, une seule solution, s'attaquer au portefeuille des pollueurs. Celui qui pollue doit payer. Mais il faut que la taxe soit prohibitive pour que finalement ils aient peur de commettre les dégâts. Mais si quelqu'un en faisant son activité comme l'activité, l'exploitation minière, il sait que à cet endroit, il va travailler mal, mais il va avoir 100 millions. S'il lui faut payer 10 millions d'amende, il s'en fout. Il va bousiller et puis il paye 10 millions d'amende et c'est fini. Donc on doit normalement
bien réfléchir sur ces taxes pour préserver l'environnement. Pourtant, aux yeux du monde, la République du Congo a bonne presse en matière écologique. Elle est signataire de grands accords et multiplie l'organisation d'événements internationaux. Avec les 2/3 de son territoire couvert de forêts, le pays possède un taux de déforestation parmi les plus bas du monde et de nombreux parcs naturels. À elle seule, la région de la Sangha en compte 3, recouvrant plus de 20 000 km². Mais les mines d'or non contrôlées pourraient bien nuire à toute cette biodiversité. Ce serait le cas à Bamégor, mais aussi un peu plus loin, à Mesok, où Copin cherchait de l'eau et de la nourriture pour sa famille de 5 enfants avant l'arrivée d'une entreprise minière chinoise, comme un tiers de celles répertoriées dans la Sangha. La forêt était riche, il y avait des animaux, des poissons. On mangeait à notre faim. Et les Chinois sont venus polluer. Maintenant, pour trouver à manger, il faut parcourir des kilomètres. Comme les Chinois ont tout pollué, nous sommes obligés de parcourir 20 à 25 kilomètres. En plus de la chasse, comme la plupart des habitants de leur village, Copin et Yvan cultivaient le cacao et le